Bonjour Marie Lebec. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre ministère en fait. Absolument. Vous êtes ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Vaste programme, hein? Ouais, c'est un programme assez dense. En fait, c'est un ministère qui est au cœur de la vie parlementaire et dont le rôle est de à la fois coordonner les textes, mais aussi dans ce contexte de majorité relative, trouver des majorités sur les textes. Et donc, ouais, c'est un vaste programme parce que chaque texte demande à la fois une maîtrise très précise du fond du sujet et de trouver les bons équilibres politiques. Alors on va en parler, mais avant j'ai une question pour commencer l'interview. C'est un compliment que je vais vous faire, vous êtes jeune. C'est un compliment. Donc, on va revenir un peu en arrière. Ouais. À 15 ans, quelle était votre personnalité politique préférée ? Personnalité vivante ou morte, les deux comptes. Comme vous voulez. Moi, j'ai été très inspirée. Enfin, je suis assez fan d'histoire et de vie politique. Et en fait, quand j'ai, je sais pas, 12-13 ans, mon père m'a offert un livre sur Winston Churchill. D'accord. Et franchement, tous les Français sont des grands admirateurs de De Gaulle, donc ceci ne remet pas en cause ce qu'on peut avoir comme image de De Gaulle. Mais j'ai trouvé que chez Churchill, il y avait à la fois beaucoup d'impertinence, pas de peur de l'ambition, enfin pas de considérer ce qui est parfois un peu le cas en France, de considérer que l'ambition c'est une chose négative, et beaucoup de combativité aussi. Donc ça m'a pas mal, ça m'a pas mal inspiré. Et après, moi, je suis entrée dans la vie politique par le biais, je me suis engagée la première fois à 16 ans pour faire la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc, je ne sais pas si on peut dire que ça m'a inspiré, mais c'est ce qui m'a donné envie de m'engager, d'aller faire ma première campagne présidentielle. Vous ne trouvez pas qu'il y a une différence entre cette époque, vous parlez de Nicolas Sarkozy, on a sensiblement le même âge. Je suis un peu plus vieux que vous, mais on a sensiblement le même âge. Vous ne trouvez pas qu'il y a une différence entre cette époque de 2007 dont vous parlez, c'est celle-là, ou 2012 peut-être, je ne sais pas, et aujourd'hui, les personnalités politiques, on a l'impression qu'il y a moins de valeur de référence. Sans vous manquer de respect, si je demande à des Français ce qu'ils vous connaissent, peut-être qu'ils répondront non. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Non, mais très modestement, c'est sûr que peut-être l'évolution de notre vie politique, mais aussi de notre vie médiatique, le fait que on puisse, et ça a des avantages, et ça a aussi cette faiblesse de donner la parole à tous de la même manière et sur le même niveau, comme si tout le monde avait les mêmes degrés d'engagement et de responsabilité, ça a probablement aussi eu pour effet d'atténuer la visibilité des ministères. Peut-être qu'avoir des ministères aussi, des gouvernements très élargis, ça a aussi cette conséquence-là. Moi, je ne sais pas si je veux laisser une empreinte dans l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est que je veux m'engager pour faire en sorte que, à la fin, les engagements du président de la République se traduisent concrètement dans le quotidien de nos compatriotes, qu'ils aient le sentiment que ces 10 ans sous la présidence d'Emmanuel Macron aient apporté des transformations significatives pour le pays. Et après, ce que vous dites est vrai aujourd'hui, mais au fond, on est un jeune parti politique aussi. Ça fait que 10 ans d'existence. Nicolas Sarkozy, à l'époque, ou Ségolène Royal, puisque c'était en 2007 et en campagne face à elle, c'était des leaders politiques qui venaient de familles politiques qui avaient un ancrage, une histoire qui était beaucoup plus importante que la nôtre. Moi, je crois qu'il faut laisser sa chance à Renaissance et se dire qu'il y a des figures qui vont émerger, qui vont marquer. On peut parler de celle de Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, mais je pense qu'on peut aussi malgré tout parler, même s'il n'est plus aujourd'hui Renaissance, il est toujours artisan de la majorité, de Édouard Philippe, qu'au fond, avant les Français, avant qu'il soit devenu Premier ministre, les Français ne connaissaient pas. Renaissance, c'est un parti de droite, du coup ? Non, c'est pas, du coup, c'est pas français. Renaissance, c'est un parti de droite ou pas ? Non, c'est un parti qui a su, je pense, faire en sorte que. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais je fais pas. Franchement, plus de je fais gauche, pas plus de droite, ou il y a pas des valeurs plus de gauche ou plus de droite ? Non, je crois qu'on porte avec la même énergie les combats. Il y a parfois, peut-être parfois sur certains sujets une tendance qui va l'emporter sur l'autre, mais moi ce que je trouve, et moi je viens plutôt de la droite, et ce qui a fait récemment ma petite, je pense, renommée dans le groupe, c'est qu'au moment du texte immigration, j'ai dit je viens pas de la gauche et souvent, et tout le monde le sait, et je veux qu'on arrive à préserver l'unité du groupe et faire en sorte que chacun soit respecté dans ses convictions. Et alors, bien sûr, toute l'aile gauche de la majorité m'a remercié par message pour ce discours très modéré, etc. Donc j'étais très, très touchée. Mais je crois vraiment que notre force, c'est un moment d'avoir su, d'avoir mis autour de la table des gens qui ont envie de servir le pays et qui viennent de la gauche, de la droite, avec parfois l'aile droite qui remporte un combat, parfois l'aile gauche qui va en remporter un. Tout ça crée des frictions qui sont légitimes. Mais ce que je reconnais, c'est qu'au bout de 10 ans, ceux qui sont rentrés dans cette démarche-là sont au bout de 7 ans, pardon, et j'espère au bout de 10 ans, mais ceux qui sont rentrés dans cette démarche-là, ils ont envie d'y rester.
Ok, vous n'étiez pas encore ministre chargé des relations avec le Parlement sur la loi immigration. Non. Mais on va parler de votre... Parce que c'est un moment un peu chaud, ça, quand même, heureusement pour vous. Mm. On va parler de votre métier. Mais vous vous engagez en 2017. Vous êtes élu député en 2017, plus jeune député. Pas la plus jeune, mais je crois que c'était la plus jeune en Ile-de-France. Ouais. Mais je sais, il y a une espèce de mythe médiatique autour du fait que j'étais la plus mais jeune. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y avait des gens D'accord. plus jeunes, mais en fait, ça s'est construit comme ça parce que j'étais, je crois, la plus jeune en Ile-de-France et ils cherchaient une candidate très jeune pour Ouais. incarner un peu le renouvellement, enfin qui incarnait justement un peu le renouvellement de la Macronie. Et après, j'ai vu tous les articles de presse qui sont sortis. Et la fille qui était la plus jeune dans le groupe est venue me voir en me disant « Mais ça m'arrangeait que les gens pensent que ce soit toi parce que moi, c'était un problème pour ma campagne. » Donc, au fond, si tout le monde s'en sort, Tout le monde est content. tout le monde est content, il n'y a aucun problème. Bon, et donc vous vous engagez, vous êtes élu en Ile-de-France. Pourquoi vous faites de la politique? Pourquoi vous décidez de vous engager à ce moment-là? Moi, je suis, je crois, par nature très engagé. J'ai dit ma carrière politique, je l'ai commencé à 10 ans quand je suis rentré au conseil municipal des jeunes de mon village à Louvciennes. Et en fait, après toute ma scularité, j'ai été délégué. Je pense que mon apothéose, c'est j'ai été délégué des délégués, donc chef suprême, on va dire. Okay. Et puis après, j'ai eu envie de m'engager pour faire la campagne de Nicolas Sarkozy. Puis je suis un peu tombée amoureuse du militantisme. J'ai trouvé que c'était une expérience de vie intéressante. Au fond, on rencontre des gens avec des parcours très différents, avec des motivations et des engagements très différents. Et ce qui m'a plu chez Emmanuel Macron, en fait, j'en avais un peu marre des Républicains. Je trouvais on tournait en rond. Ils ont eu beaucoup de mal à se relever de la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Et je trouvais qu'on était beaucoup sur de la guerre de clans. Et je me dis, bon, moi j'en ai marre, j'ai envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et puis, je découvre Emmanuel Macron, que je regarde un peu. Vous le découvrez en 2017 ou avant En quand il est ministre? 2016, quand il est ministre et qu'il s'occupe. À ce moment-là, je travaillais pour un député et je suivais donc la loi Macron pour lui. Et en fait, je me dis, mais ce type, il est vachement bien, il est clair dans son explication, c'est hyper pragmatique. Et je ne comprends pas le choix des LR de voter contre, en tout cas, de dire qu'ils allaient voter contre, parce qu'après, elle passe. Sur la loi Macron, à l'époque, c'était la loi sur l'économie nouvelle. Exactement, voilà. Et qui avait, par exemple, fait des cars Macron. Ouais. Et je ne comprends pas, en fait, pourquoi les LR s'y opposent, alors que ça correspond plutôt à une philosophie de droite. Et. Puis en fait, quand je me rapproche d'un des comités des Yvelines, et les mecs me disent on va aller faire une grande marche, on va aller faire du porte-à-porte et on va être élu. Et j'étais là, ouais, franchement, ça fait 10 ans que je fais de la politique, les amis, ça ne marche pas du tout comme ça. Ouais. Et en fait, j'ai été hyper séduite par la dynamique d'aller parler aux gens. En fait, les questions étaient assez simples au fond. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants? Qu'est-ce qui vous inquiète pour l'avenir? Quelle perception vous avez du pays? Quelle est la place de la France dans le monde? Enfin, c'était pas des questions, mais ça permettait aux gens de dire sincèrement ce qu'ils pensaient. Et comme c'était le bénéfice de l'anonymat, le président était à l'époque très peu connu, nous aussi, les gens répondaient avec une certaine sincérité. Aujourd'hui, j'imagine que on a fait des heureux, il y a des gens qui adhèrent moins à notre politique et ce dialogue serait peut-être plus compliqué à avoir. C'était pas le cas en 2016-2017 et j'ai passé tous mes week-ends à faire ça. C'est pour ça que vous êtes engagé. Et en fait, c'est l'engagement général, c'est l'esprit d'équipe. C'est l'effet d'équipe. En fait, je me suis pris au jeu vachement. Vous aimez la politique, vous nous le dites, mais quand vous arrivez en 2017, il n'y a pas des textes que vous avez envie de défendre plus que d'autres? Des sujets? Ouais, des sujets, des thématiques. Franchement, moi, j'ai pas de problème à me dire que à 26 ans, j'ai pas énormément de convictions. Je sais à peu près ce en quoi je crois, que je suis plutôt libéral. Que j'en ai aussi peut-être un peu marre du clivage gauche-droite qui fait que, comme pour la loi Macron, on s'oppose par principe. Voilà. Mais j'ai pas... je crois pas mal au sujet économique. Moi, je viens d'une famille qui vient du monde de l'entreprise, du privé, et qui comprend déjà pas qui respecte mon engagement, mais qui comprend pas toujours, et surtout qui trouve toujours que le politique est à contretemps de la vie économique. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'anime de dire, au fond, on doit être capable de réconcilier les deux parce que ils influent l'un sur l'autre énormément et les temporalités ne sont pas les mêmes et la compréhension des enjeux de chacun n'est pas la même aussi. Donc ça fait partie des choses qui m'animent, sans dire que c'est des convictions. Mais il n'y a pas de sujets qui sont vos sujets de prédilection? Non, et en fait... Et aujourd'hui, après avoir été député pendant 5 ans? Moi, aujourd'hui, ce qui me pousse, c'est moi beaucoup la réussite sur le plan économique du pays. Je trouve qu'on a des très bons résultats. Moi, je me suis beaucoup engagée sur les sujets d'export et d'attractivité de la France. Je trouve que c'est une bataille passionnante et qu'on a plutôt bien menée pour le coup et qui nécessite surtout l'attractivité de la France, ça repose avant tout sur la cohérence de la politique qu'on a pu engager. Donc, garder le cap malgré les crises, trouver les bons niveaux d'action, lever un certain nombre de freins qui sont des choses dont on entend parler depuis des années.
Et donc, je suis très fier d'avoir bataillé pour ces textes-là. Je l'ai fait aux côtés de Bruno Le Maire, aux côtés de Roland Lescure. Ouais. Je trouve que les résultats sont là, donc c'est assez satisfaisant politiquement. Tous les résultats sont pas là quand même. Quand Tous on les parle de résultats la sont pas dette là, aujourd'hui, Tous les qu'il va résultats sont falloir pas là, rattraper. mais on a fait des choses que je pense beaucoup ne s'imaginaient pas capables de faire. On est devenu le premier pays le plus attractif d'Europe. On a fait ça 4 ans d'affilée. On est passé devant l'Allemagne, on est passé devant la France. On a, ça peut paraître des choses un peu picrocolines, mais simplifier la question des seuils sociaux en entreprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi j'ai l'impression d'avoir grandi avec ça, la question des seuils. Voilà. Alors tout le monde râlait parce que c'était trop compliqué, c'était illisible, ça rendrait le truc. Avoir baissé notre niveau d'imposition sur les entreprises, et en même temps cette baisse fait qu'aujourd'hui on a plus d'entreprises, et donc en volume la masse d'impôts qui est levée est plus importante. Je trouve que c'est en fait c'est peut-être des petits combats, mais au fond tout ça agrégé fait qu'aujourd'hui, la France, d'un point de vue économique, elle est plutôt leader au niveau européen. Et oui, c'est vrai, tout n'est pas résolu. On a encore un taux de chômage qui est trop, on a un endettement public qui est important. Ouais. Mais je trouve qu'on a su se mettre dans cette roue-là. Et pourquoi aujourd'hui le chômage de masse, c'est plus une préoccupation pour nos concitoyens, alors que quand on est arrivé en 2017, c'était un des sujets d'inquiétude. C'est vous qui le dites, que c'est plus une préoccupation. Les chiffres peuvent être interprétés différemment. Non, mais je veux dire, les gens ont plus l'impression que s'ils sont au chômage, ils vont galérer à retrouver un emploi. Aujourd'hui, les gens ils quittent plus facilement leur emploi, il y a plus de mobilité professionnelle. Il y a une loi d'ailleurs en chômage qui va arriver bientôt aussi. Ouais, parce qu'on veut inciter les gens à retourner dans l'emploi, mais je crois vraiment sincèrement qu'aujourd'hui, quand on regarde les objets d'inquiétude des Français qui sont sondés, on voit bien que la question du chômage a beaucoup baissé. Il y a d'autres sujets qui sont rentrés dans l'atmosphère, et d'autres sujets même économiques, par exemple la question du reste à vivre, la question du partage de la valeur dans l'entreprise. Tout ça, c'est des sujets qu'on n'a pas traités, mais la question, par exemple, du chômage, de la capacité à monter une entreprise, de la capacité à investir, à innover en France, tout ça, on l'a levé. Et honnêtement, encore une fois, en regardant les choses avec nos yeux d'aujourd'hui, on peut se dire, bah oui, au fond, d'accord, mais c'était prévisible, mais en vrai, ça a été des vraies batailles. Non, c'est vrai, vous avez raison, il y a eu des victoires, mais là beaucoup on reste à faire. attend avec impatience Beaucoup reste à les notes des instituts économiques qui s'annoncent peut-être pas très bonnes. Juste, avant d'être député, vous avez été ce qu'on appelle lobbyiste. Ou pas? Oui, j'ai été conseiller en affaires publiques, mais lobbyiste, si vous préférez. Ah bah c'est comme ça qu'on dit. Oui, absolument, c'est comme ça qu'on dit quand on veut faire peur. Mais, Ah bah justement, c'est ma question. Non, franchement, ça a été c'est intéressant. C'est quoi être lobbyiste, du coup? Alors, en fait, ça a été un énorme débat pendant ma première campagne en 2017. Parce que, alors déjà, il y avait un double phénomène. Moi, je pensais que j'aurais 25 personnes à venir à une campagne. J'en avais 200 dans la salle. Et j'avais toujours quelqu'un qui finissait par poser la question de vous êtes lobbyiste. Et dans l'imaginaire français, lobbyiste, ça veut dire que vous soutenez la vente de drogue, d'armes et de tabac, quoi, et d'alcool. Donc, en fait, c'est toujours perçu de manière très négative. Et moi, je crois sincèrement que ce que j'ai fait quand j'étais lobbyiste, c'est d'essayer de justement rapprocher ces deux mondes, monde économique, monde politique, qui se parlent jamais, qui se parlent très peu, ou qui se parlent mal. Et qui ne comprennent pas que la temporalité des uns et des autres est différente. Moi, il n'y a rien qui m'agaçait plus que quand je recevais un client dans le cabinet pour lequel j'ai travaillé et qui disait « Ah oui, alors il y a telle loi qui a été votée, enfin elle est promulguée depuis hier, et il y a tel article qui ne nous convient pas du tout, il faudrait que vous le changiez. » Bah en fait non, c'est trop tard les amis. C'est trop tard parce que vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas informé, vous n'avez pas alerté sur ce que ça pouvait avoir comme impact sur votre secteur. Parfois, c'est un impact qui permet de réguler, et au fond, pour l'intérêt général, c'est bien, mais parfois, ça peut mettre en danger telle ou telle filière, tel ou tel... Et puis ensuite, moi je crois que le politique, sa force, c'est d'être un généraliste, c'est d'être capable de comprendre l'ensemble des sujets qui lui sont présentés sans développer. Il y en a on développe une technicité sur des sujets, mais on est amené à légiférer sur tout un tas de sujets sur lesquels on n'a pas forcément de technicité. Et rencontrer des représentants d'intérêt ou des lobbyistes, si on veut. C'était ma question, justement. C'est justement comprendre quels sont les enjeux d'une filière. Le sujet, c'est pas de voir des lobbyistes, c'est est-ce on le fait de manière équilibrée. Moi, pour les textes que j'ai bâtis, quand je voyais un représentant d'intérêt parce qu'il me sollicitait, j'essayais de voir son contrepoint. Par exemple, je me suis occupé de la privatisation d'Aéroports de Paris au mandat précédent avec Bruno Le Maire. J'ai vu Aéroports de Paris qui était très fervent de la privatisation, et puis j'ai vu les syndicats de salariés, j'ai vu les communes qui ont sur leur territoire des sites d'Aéroports de Paris. Mais alors justement, pour rebondir là-dessus, je pense que je vais me faire insulter sur les réseaux après ma question et tout. Est-ce que finalement, être lobbyiste, ça peut pas servir à un député
avant d'être député, d'apprendre à appréhender des textes? De toute évidence, souvent on considère qu'on est dans un état trop complexe, etc. Bon, on oublie juste qu'on est la 6e puissance mondiale, qu'on a 67 millions ou 68 millions d'habitants, qu'on a une administration qui est partout dans les territoires. Donc ça fait qu'on a un état qui est compliqué. Et effectivement, le fait d'avoir eu une appréhension de ce qu'était la vie politique avant, ça m'a aidé dans mon mandat. Et beaucoup de mes collègues du mandat précédent, quand on avait été élu en 2007, venaient me voir en disant « Ah, mais toi qui sais, parce que tu as fait de la politique, de parler, et voilà, tu connais un peu, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, voilà, est-ce que tu crois que je devrais avoir un tel ?» C'est de la politique, le lobbyisme, entre guillemets, ou pas? Faut convaincre? Moi, je pense que oui, ça fait partie de convaincre, ça c'est sûr. Je dirais, c'est de la représentation d'intérêt, dans le sens où, en fait, moi, je pense pas que leur job, ce soit de nous filer des amendements ou des questions écrites ou je ne sais pas quoi. Leur job, c'est de nous amener des éléments qui nous permettent de juger d'une situation. Moi, je me rappelle quand on essayait de réguler, par exemple, vous voyez, le recours au plastique à usage unique. Bruno Le Maire, il nous avait dit, ok, très bien, si vous voulez faire ça, vous faites ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a 2 sites industriels en France qui font les pailles en plastique, là, vous savez, des pailles jetables qu'on ne fait plus aujourd'hui, ou qu'on fait de moins en moins. C'est 400 emplois à chaque fois, c'est dans des territoires qui connaissent une très forte désindustrialisation. Si vous voulez le faire, allez-y, mais juste vous assumerez la destruction de 40 emplois dans un an au lieu de donner le temps à l'entreprise de s'adapter. Je trouve que c'est ce genre d'éléments qu'on doit apporter aux députés, parce que c'est ce genre d'éléments qui va fonder sa conviction de savoir est-ce qu'il faut allonger un peu le délai derrière, est-ce qu'il faut allonger le délai d'une décision, est-ce qu'il faut prendre le temps, est-ce qu'il faut expérimenter, est-ce qu'il faut rédiger en changeant tel ou tel mot. Il y a l'importance des mots en politique quand même, et donc tout ça fait partie du job du lobbyiste de souligner les points qui peuvent être des points d'achoppement. Et après, la responsabilité du politique, c'est de décider s'il veut aller dans ce sens-là, ou s'il considère que ce qui lui est présenté ou ce qui est défendu par d'autres est plus légitime. Dernière question là-dessus. Vous n'avez pas fait non plus 10 ans de lobbyisme en plus, donc je vous demande ça. Il y a des sujets qu'on refuse, qu'on peut refuser quand on travaille dans un cabinet de communication comme ça? Moi, j'ai pas été confronté à ça. Honnêtement, c'est souvent, encore une fois, on le voit souvent sous le. Je pense qu'il y a une espèce de mythe sur, oui, c'est le tabac, etc. Mais en fait, déjà, c'est très internalisé puisque c'est des très grosses machines. Quand on est dans un cabinet de communication, on traite beaucoup de points extrêmement techniques. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'étais stagiaire, accompagné donc mon manager sur un sujet des perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans les canapés, mais qui sont aussi des retardateurs de flamme. Donc c'est comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre. Voilà. Donc c'est un peu ce genre de... c'est politique, bien sûr, parce que la décision, in fine, elle relève de est-ce qu'on les interdit, est-ce qu'on essaye de trouver des solutions de remplacement, voilà. Mais c'est des sujets très techniques. Bon, aujourd'hui, vous êtes ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Absolument. Ça veut dire que vous parlez, avec tout le Parlement. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale, le Sénat, mais avec tous les partis. Absolument. C'est facile de parler avec tous les partis? Parler avec les partis, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est... si la question, c'est, par exemple, comment est-ce qu'on traite les extrêmes, c'est parler avec pas forcément les extrêmes, parce qu'il y a des projets de loi où moi, je parle à tout le monde. Ça fait non, mais en fait, c'est l'intérêt aussi de ce ministère, c'est pouvoir échanger avec tout le monde, se faire une conviction à la fois sur là où on peut trouver des majorités, les points qui vont être plus difficiles à faire passer dans l'Assemblée, et donc qui vont appeler une vigilance particulière de notre part, une mobilisation particulière de la majorité pour pouvoir faire ça. Et ça, en fait, cette compréhension des enjeux d'un texte, outre les enjeux de fond, les enjeux politiques d'un texte, on ne l'a que si on discute avec tout le monde. Et donc je crois que c'est absolument fondamental de tisser des relations de confiance. Et moi, je l'ai dit à l'ensemble des partis que j'ai pu voir et de leur groupe, de leur chef de groupe, mais aussi des députés de manière indépendante. Moi, je crois que c'est légitime que chacun veuille avoir ses victoires politiques, parce que les gens qui viennent à l'Assemblée, c'est des gens qui sont convaincus, qui portent des combats, qu'ils ont envie d'incarner, etc. Donc chacun doit avoir ses victoires. Mais en même temps, c'est nécessaire qu'un bon ministre des Relations avec le Parlement comprenne justement où sont les rapports de force et les équilibres. Il y en a qui refusent de vous parler aujourd'hui? Ou pas? Non, on travaille... non, mais vous pouvez me dire oui et pas me donner les noms. Je vous demande, il y en a qui refusent de vous... Il y en a avec qui c'est plus difficile, mais franchement, il n'y a pas d'enjeu. Et puis, quand il y en a un qui ne veut pas parler, on passe par d'autres cadeaux. Comment vous faites?
Enfin, moi, je pense que le fait que depuis 7 ans, je vis au milieu de l'Assemblée et que j'arrête pas de dire cette expression aujourd'hui, mais je me sens très parlementaire dans l'âme. Je trouve que c'est un mandat assez noble au fond, malgré parfois l'image qu'en ont les gens. Je pense que ça aide aussi à créer des relations de confiance et que, en fait, on se parle en connaissance de cause. De ce que c'est que d'être député dans une logique de majorité relative, tant pour la majorité que pour les oppositions d'ailleurs. Ce sont qui les plus sympas, les sénateurs ou les députés? Je dirais pas que c'est une histoire de sympa, mais j'ai trouvé, moi qui connaissais moins le Sénat, les sénateurs très républicains. D'accord. Et après, je travaille très bien avec les députés, je les connais bien, je vois bien comment chacun s'organise. Les députés, ils ont un côté un peu, c'est dit de manière aimable, mais ils ont un côté un peu filou parfois, quoi, parce que les coups politiques se passent plus à l'Assemblée qu'au Sénat. Au Sénat, la négociation, elle est un peu plus dure, mais elle est plus transparente. Et une fois qu'on a figé un deal, il se tient plus. Alors que l'intérêt à l'Assemblée, les rebondissements sont nombreux. Mais c'est ce qui fait un peu le sel aussi de cette chambre, moi, je trouve. C'est que ça va très vite et l'atmosphère peut changer très brutalement. Donc, il faut être un bon ministre des Relations avec le Parlement. Il faut être un peu vigie et puis avoir ses canaux, quoi. Voir quand est-ce que ça dérape. Concrètement, en 1 minute, votre boulot, quand il y a une loi qui arrive, on vous sollicite à quel moment? Il y a un peu, déjà, on nous sollicite tout au long du texte et je dirais qu'il y a un peu 3 étapes. Il y a une préparation un peu en amont où effectivement on va dégrossir le texte, regarder les arbitrages qui vont être rendus, connaître les équilibres du sujet et commencer à toucher les députés qui vont être le plus investis sur le texte, ce qu'on appelle les rapporteurs et les responsables. Il y a une question de suivi ensuite du texte, s'assurer que les équilibres qui ont été arbitrés vont bien être respectés, veiller à ce qu'on ait une majorité qui soit tout le temps mobilisée. Parfois, c'est que le bloc majoritaire, mais parfois, elle va au-delà de ce bloc. Éviter les choses trappes, s'assurer que la navette se passe bien. Et puis ensuite, il y a... Quand vous dites la navette, c'est entre l'Assemblée, oui, entre l'Assemblée et le Sénat, pardon. Et après, il y a peut-être un job qui est un peu moins connu, c'est s'assurer de la mise en application des textes. Et là, je crois que c'est très important parce que, en fait, ce qui est difficile, je pense, aujourd'hui dans la vie du parlementaire, c'est que nos concitoyens ont le sentiment que ce que l'on fait à Paris est un peu déconnecté de leur quotidien. Or, c'est inexact puisque tout ce qu'on peut voter comme loi a une application plus ou moins directe, mais en tout cas a un impact sur leur vie. Et pour ça, il faut absolument s'assurer que les textes sont bien, les décrets d'application des textes qui permettent aux textes concrètement rentrer en vigueur soient bien pris. Vous avez une feuille de route, vous avez des objectifs. Je vous demande ça pourquoi? Parce que y a quand même beaucoup de 49.3 avant que vous arriviez, que vous soyez nommé. Je dois dire n'importe quoi, c'est peut-être 15, je crois, sous je crois que c'est quelque chose comme ça, entre 12 et 15, avec Elisabeth Borne, Première ministre. Est-ce qu'on vous a dit, là, il faut arrêter les 49.3, il faut arrêter tout ça, ou alors est-ce que on verra? Non, mais parce que juste pour vous dire, j'entends. c'est quand même, on peut le dire, un échec d'une certaine façon du macronisme. C'était le dépassement des clivages, il fallait vraiment être tous ensemble et tout. Et là, quand même 15-49-3, ou un peu moins, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Et c'est vrai que on va encore me dire, tu ne connais pas les chiffres, excusez-moi. Mais beaucoup de 49-3, en tout cas, c'est quand même un échec de ce dépassement politique au final. La réalité, c'est que quand on regarde, il y a 73 textes adoptés à l'Assemblée nationale depuis le début du mandat. Peut-être un tout petit peu plus aujourd'hui parce qu'on a conclu un certain nombre de navettes, mais en tout cas, à janvier 2024, il y avait 73 textes adoptés. Sur ces 73 textes adoptés, il y en a une très large majorité qui passe sans 49.3 parce qu'on sait construire des majorités, parce que c'est des textes qui unissent et qu'au fond, ça avance. Ensuite, oui, c'est vrai, il y a eu un certain nombre de 49.3, essentiellement sur les textes plutôt budgétaires, peut-être à l'exception des retraites. Les retraites, ouais. Voilà, mais... les textes budgétaires, vous savez, aujourd'hui, on a tendance à considérer que le budget, c'est un document très technique avec juste des lignes de crédit, alors qu'en réalité, c'est l'incarnation de la politique du gouvernement. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les oppositions, même les plus constructives, même si celles qui ensuite acceptent de travailler avec nous, votent le texte, parce que ce serait une forme de blanc-seing donné à la majorité. Alors, bien sûr, on aimerait bien, mais en vrai, je pense que c'est très difficile pour elle en termes d'affichage politique. Donc, voilà, on n'a pas eu j'ai une feuille de route. Il n'y a pas cette question du nombre de 49.3 ou autre, parce que la question, elle ne se pose pas dans ces termes-là. Le 49.3, il n'est pas utilisé comme une arme nucléaire ou comme une arme de dissuasion. Il est le résultat d'un processus politique où on essaye de dialoguer, on essaye de trouver des voies de passage, on essaye d'avancer, et puis parfois on s'aperçoit que le blocage il est tellement fort qu'il n'y a pas d'alternative. Quand vous parlez des textes budgétaires, les textes budgétaires ne rentrent pas
entre guillemets, dans le nombre de 49.3 qu'on peut utiliser. Oui, en fait, Voilà. ils sont pas, enfin, on est limité en nombre de 49.3 à 1 par session ordinaire. Donc Sauf la les session textes ordinaire, budgétaires. c'est de octobre à juin. Et sauf pour les textes budgétaires, parce qu'effectivement, contrairement par exemple au système américain où vous pouvez passer la fin de l'année sans avoir voté un budget, c'est pas possible en France. Vous êtes obligé au 31 décembre d'avoir un budget, et donc en fait tous les outils sont mis en œuvre pour que ça passe. Aujourd'hui, dans les objets un peu qu'on a et de la feuille de route, c'est bien sûr de réussir à garder cette logique de majorité, mais ce qui est fait d'ailleurs aussi par les présidents des chambres, c'est d'essayer d'améliorer la discussion budgétaire. On sait bien que probablement à la fin, enfin si on peut passer son 49.3, on le fera, mais bon, on sait qu'il y a quand même un risque assez élevé que ça passe en 49.3. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on rend ça acceptable pour que les parlementaires ils aient le sentiment qu'il y a un débat démocratique, qu'il y a peut-être aussi qui est pris en considération des propositions des parlementaires qui ont été adoptées dans le cadre du débat et qu'elles soient intégrées et qu'au fond, même si ça ne finit pas par un vote, on a l'impression que le texte budgétaire tel qu'il a été présenté, il a pu être débattu et enrichi de propositions de parlementaires. Donc il y a une réflexion qui est engagée par les deux chambres, avec bien sûr le ministère de l'économie et des finances, pour essayer de, on va dire, pas rendre un 49.3 acceptable, il ne faut pas exagérer non plus, mais en tout cas faire en sorte que ce soit pas une décision peut-être un peu brutale, mais une décision qui intègre le travail fait par les parlementaires. Ça a été un sujet entre parlementaires Renaissance, LREM, l'utilisation de ces 49.3 ou pas, à un moment donné? Est-ce que vous n'étiez pas encore ministre, on l'a dit, est-ce que ça a été un sujet à un moment donné entre vous? Vous avez été mal à l'aise? Non, sur la discussion budgétaire, pas du tout. Je sais que sur les retraites, il y avait un peu plus de frustration parce que je pense que c'était pas dans l'usage du 49.3 que dans le souci de montrer au président de la République que la majorité, elle était solide et unie derrière lui pour mener à bien cette réforme des retraites, qui n'était pas une réforme facile, mais sur lequel justement la majorité voulait montrer, je pense que elle faisait PAC, elle faisait bloc. Alors finalement, on décide de faire un 49.3 parce que on ne peut pas prendre le risque d'avoir un texte qui est rejeté pour tout un tas de raisons, et notamment une que vous avez évoquée, qui est la question des agences de notation. Donc on fait ce choix-là. Mais quand vous dites est-ce qu'il y a pu avoir des frottements, oui, je pense qu'il y a pu avoir des frottements parce qu'un certain nombre de parlementaires avaient envie de passer au vote et avaient envie de montrer au président que la majorité, elle était capable de faire face à des batailles, même les plus difficiles. C'est votre cas sur le sujet des retraites. Ouais. Oui, mais ça ne remet pas en question le bien fondé de la décision. Bien sûr que j'aurais souhaité passer au vote, je l'ai dit dans une interview, c'est sorti en on contre mon gré, donc c'est plus un secret, mais oui, j'aurais aimé qu'on passe au vote parce que je pense que, en fait, on s'est beaucoup battu pour pouvoir avancer sur ce texte, pour pouvoir le défendre. Moi, je fais partie des députés qui sont montés médiatiquement, qui ont été dans leur circo, qui ont fait le travail d'aller expliquer et défendre ce texte. Donc, on a toujours envie de passer au vote. Il y a un peu de frustration quand on ne passe pas au vote. Ouais, il y a un peu de frustration parce que c'est au fond l'aboutissement de plusieurs jours ou semaines de négociations. Après, la raison doit l'emporter aussi. Quand ça relève d'un enjeu qui doit dépasser et transcender le Parlement, il faut l'accepter aussi. Là, il y a des textes qui arrivent. Là, vous serez ministre. Donc, vous allez être en première ligne. Ouais. Il y a des textes qui arrivent, des textes un peu chauds. On parle de la fin de vie. Bon, voilà, normalement, ça devrait... Ouais. Il y a 5 grands textes là. Enfin, il y a d'autres textes, mais on va dire dans les 5 grands textes qui vont incarner la traduction du discours de politique générale de Gabriel Attal, qui vont arriver. Il y en a donc 2 qui passent d'abord à l'Assemblée, la loi sur l'agriculture et la loi sur la fin de vie, sur lequel on prévoit des temps de débat un peu longs parce que la loi sur l'agriculture, je pense qu'il faut consacrer du temps au débat parce qu'on a une crise agricole importante et que je pense qu'il y a une attente de la part du monde agricole de réponses qu'on peut leur apporter et d'explications aussi des positions qui peuvent être emportées par la majorité, et la loi fin de vie parce que quand c'est des sujets qui relèvent de la bioéthique, on laisse toujours le temps du débat. Je pense que c'est important, c'est des sujets délicats. Et ensuite, il y a 3 textes qui vont passer par le Sénat d'abord. Un projet de loi sur la simplification qui est un peu dans la dynamique de ce qui avait été fait sur l'industrie verte, c'est-à-dire simplification des procédures pour que les entreprises fassent le choix de la France pour s'implanter. Une loi sur le logement qui a comme principal objet de revenir, d'avoir une évolution de la loi SRU, et une loi sur la justice des mineurs qui est en fait une réponse à la suite des émeutes. On dit justice des mineurs, mais c'est surtout la responsabilité parentale et responsabiliser davantage les parents, et notamment les parents
défaillants dans le sens qui ne sont pas présents au domicile conjugal et qui sont pourtant toujours l'autorité parentale sur l'enfant. Donc, on a ces textes-là. Vous ne voyez pas d'inquiétude sur ces textes-là? Vous pensez que vous allez réussir à justement convaincre et à rassembler les partis? Je mets de côté fin de vie, qui est un sujet bioéthique sur lequel il y a toujours une liberté de vote de l'ensemble des groupes, et que au fond, c'est un sujet qui est particulièrement sensible pour chacun, parce que ça fait aussi partie des expériences de vie des parlementaires, et donc j'espère qu'on convaincra le plus grand nombre, mais il faut aussi respecter ceux qui pourraient avoir des réserves sur ces sujets ou qui trouveraient qu'il n'y a pas d'équilibre dans le texte qu'il aurait présenté, ou un équilibre qui est trop bancal. Après, ce que je constate, c'est que sur les sujets agriculture, économie, on trouve souvent des majorités, je ne vais pas dire facilement, parce que rien n'est facile maintenant, mais on arrive toujours à construire des majorités, parce que je pense qu'il y a une forme de consensus national pour faire avancer ces sujets-là, et parce que vraiment c'est pour le bien de notre pays. Et après, il y a deux objets qui sont plus politiques, et où là, pour le coup, je pense qu'on peut avoir les débats seront forcément un peu plus intenses. C'est le logement, parce que au fond, c'est des sujets très politiques. C'est comment est-ce que vous construisez, comment est-ce que vous répartissez les logements sur le territoire, etc. Et puis, le sujet justice des mineurs, sur lequel, forcément, pour le coup, outre nous, la position de la droite et de la gauche sont vraiment très à l'opposé. Donc on voit bien qu'il y a du boulot qui arrive. Ouais, il y a du boulot, on ne va pas s'ennuyer. C'est marrant parce qu'on parle de ces textes, on parle de 49.3, on parle des discussions que vous auriez avec les chefs de partis et avec les partis eux-mêmes, les députés. Et j'ai le sentiment qu'en fait, ce qui se passe au Parlement, c'est un peu normal, représente un peu ce qui se passe en France. Beaucoup de clivages. Ces derniers jours, beaucoup de clivages, ces derniers mois. On n'est pas d'accord sur les Jeux Olympiques, on les voulait, maintenant on les veut plus. Ce qui se passe, la situation internationale, la guerre en Ukraine, en Russie, il faut être d'un côté comme de l'autre. Pareil en Israël, c'était les pires pogroms, mais certains vous disent que non, pas du tout, et vous ne pouvez pas avoir un avis un peu partagé, il faut choisir son camp. Bref, plein de clivages sur plein de choses, et on a l'impression que votre gouvernement, auquel vous appartenez, que le président de la République, Emmanuel Macron, qui est là depuis maintenant 7 ans, il n'arrive pas à atténuer, qu'il est plus audible. Vous voyez ce que je veux dire? Et je rajouterais autre chose. Vous me l'avez dit, vous avez soutenu Nicolas Sarkozy en 2007, puis en 2012, je suppose aussi. Il avait fait de son combat pas de RN au pouvoir. Et aujourd'hui, dans tous les milieux, on entend Bardella, il n'est pas si mal que ça, Jordan Bardella. Vous voyez? Est-ce que c'est pas finalement aussi ça l'échec aujourd'hui du macronisme et de votre politique en quelque sorte? Elle n'est pas sympa ma question, mais... je partage pas toute votre question. Déjà, je pense pas que le président soit inaudible, mais après, oui, c'est vrai, la société... J'ai dit une partie, une partie de ses propos. Non, mais je pense que la société, oui, elle est plus clivée, et d'ailleurs, ce clivage, il se retrouve très bien à l'Assemblée nationale, puisque à l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui 10 groupes politiques qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les écolos, un bloc central qui a des nuances entre Renaissance, Modem, Horizon. On s'entend tous bien, mais il y a quand même des nuances entre nos groupes, ce qui fait l'intérêt aussi de ce collectif. Mais donc oui, c'est vrai que la société, elle est, je pense qu'elle est plus clivée. Les clivages sont plus marqués, et ça se traduit par des votes peut-être plus dans les extrêmes. Après, je crois que le discours, parfois un peu facile de vouloir voir tout blanc ou tout noir, en tout cas, nous, on n'est pas dans ce discours-là qui consiste parce que je ne vais pas apporter du jugement de valeur, mais à considérer que la politique, c'est du tout blanc, du tout noir, et que les solutions radicales peuvent être... Ce que nous, on prêche et on défend, c'est un peu que, au fond, la décision politique aujourd'hui, c'est une affaire d'équilibre, et je comprends que ça peut frustrer, agacer, que certains voudraient des décisions très radicales. Moi, je ne crois pas à la radicalité. J'ai fait un déjeuner avec Alain Juppé qui m'a dit « Je fais l'éloge de la modération », et je trouve que c'est vrai, en fait. La politique, c'est aussi le combat des modérés, et qu'être modéré en politique, c'est pas forcément négatif. D'accord. Après, sur la montée du RN, on le constate dans le résultat dans les urnes, mais je crois qu'aucun d'entre nous n'a renoncé à les combattre. Et donc, c'est vrai, il faut apporter des réponses concrètes pour nos concitoyens, pour qu'ils aient l'impression que cette politique de crête, elle apporte des changements dans leur quotidien. Et au fond, la rapidité avec laquelle les objets d'inquiétude entrent dans l'atmosphère et entrent dans la vie des gens évoluent tellement rapidement aujourd'hui que c'est vrai que
je pense que ce qui est difficile politiquement, c'est qu'on a ce sentiment un peu de courir après les attentes de nos concitoyens. Mais encore une fois, moi, je crois vraiment sincèrement que... je ne sais pas si c'est la question du rassemblement, la montée du Rassemblement national, c'est un échec, mais personne n'a renoncé à lutter contre ce qu'ils portent, contre ce qu'ils incarnent. Ça serait un drame pour vous s'ils arrivaient au pouvoir? C'est pas tant pour moi que oui, pour le pays et pour ce qu'on a construit en 10 ans. Moi, honnêtement, Mais alors, comment vous expliquez? On le voit, on a les mêmes générations. Ouais. Autour de nous, aujourd'hui, c'est devenu normal que les gens puissent dire... Je ne vous parle même pas de Marine Le Pen, je vous parle de Jordan Bardella, parce qu'il va être candidat aux européennes et qui, a priori, dans les sondages, il est en tête. Et moi, vraiment, je ne juge pas. Vous voyez. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup plus ça qu'avant. Bardella, il est bien. Ouais. Non, mais charge à nous de démontrer que... nous croyons que ce qu'il porte est dangereux pour le pays et au fond ne conduirait pas à la réussite, la réussite du pays. Je pense que c'est notre travail d'aller pied à pied d'aller pied à pied dans les combats politiques pour justement nous opposer, lutter, montrer que ce en quoi on croit permet la réussite. Et franchement, il y a aussi ce sentiment qui est difficilement maîtrisable de dire au fond on n'a jamais essayé donc pourquoi pas, voilà. Et ça, voilà, c'est un peu au fond c'est un peu ce sentiment de vouloir essayer quelque chose de nouveau comme si c'était le remède à tous les maux. Mais encore une fois, je pense que c'est à nous d'aller défendre notre bilan et d'aller sur le terrain. Et c'est tout l'équilibre, un peu pour revenir à ma mission, d'essayer aussi d'avoir des parlementaires qui aient le temps d'aller défendre leur bilan dans leur circonscription et de montrer qu'au fond, ce qu'on fait change leur quotidien. Moi, je ne porte pas de grandes politiques publiques comme Catherine Vautrin ou Nicole Belloubet, merci. Voilà, donc j'ai beaucoup de liberté dans mes déplacements et j'ai fait le choix d'aller dans les territoires qui sont les moins visités parce que un peu plus éloignés des métropoles, un peu plus éloignés des lignes de TGV, etc. pour aller justement montrer aux habitants de ces territoires qui parfois ont le sentiment un peu d'être laissés de côté ou de pas, d'être loin au fond des centres de décision, que ce que l'on fait à Paris a un impact dans leur vie, a un impact dans leur quotidien. Et donc on fait ça avec les députés, on fait un peu ça à deux voix, et on montre ce qui change, on montre ce qui fait la différence. Et au fond, c'est sûr que quand on débat avec les gens, je ne dis pas qu'on convainc tout le monde, il ne faut pas s'illusionner, mais je sens qu'ils jugent aussi notre bonne foi et notre volonté d'agir en faveur du pays. Bon, on verra les résultats des européennes en juin et puis en 2027. Pour terminer, je suis obligé de vous poser la question, parce que vous êtes quand même ministre chargé des relations avec le Parlement. J'ai été rencontrer Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale. Je vois que je oublie Julien Audoul, député RN. Alma Dufour aussi à l'Assemblée nationale. J'ai rencontré votre collègue Aurore Berger il y a quelques semaines. Alors, Aurore Berger, on la met à part parce que c'est votre collègue. C'est 3 parlementaires, 3 députés. Vous travaillez avec les 3, vous les connaissez, vous leur parlez. Il y en a un que vous préférez sur les 3 Ah là là, les 3. Non, j'ai pas encore spécifiquement parlé aux 3. Mais je parle avec des députés du RN, avec des députés de la France Insoumise et avec des écologistes également. Et franchement, encore une fois, reconnaître leur place dans l'institution, accepter de débattre avec eux, ne fait pas de moi un soutien ou rallier à des oppositions, à des points de vue que je combats très fortement. Donc, c'est aussi ça la politique, c'est de parler avec tout le monde. Ouais, et je pense, pardon, je fais une réponse, mais je pense que ce qui est assez compliqué quand on est à l'extérieur de l'Assemblée, c'est de comprendre que, au fond, on a des combats très différents, on est très en opposition, il y a des moments de très forte tension, et souvent les gens ont l'impression qu'on est en permanence à couteau tiré quand on est à l'Assemblée nationale. Or, il y a des moments qui sont moins médiatisés, moins visibles, que sont les travaux en commission, les rapports de commission d'enquête, les missions d'information, etc., qui sont souvent pilotés par 2 députés de 2 groupes politiques différents, et où au fond, c'est là que se fait aussi une part du travail. Et ça ne veut pas dire qu'on se réunit qu'on tombe d'accord, ça ne veut pas dire, mais on apprend à travailler ensemble. On a des conclusions différentes, on a des visions différentes, on n'écrit pas la même chose dans nos rapports. Chacun prend la position qu'il veut, mais on apprend à travailler ensemble. Et honnêtement, je crois que c'est très important. Je ne pense pas qu'on puisse être un bon député
si on refuse de parler à nos homologues d'autres partis politiques. Je pense que c'est très important. Et moi, enfin, et inversement, il y en a peut-être aussi chez nous, faut balayer devant sa porte, mais moi, les députés très... Enfin, j'en ai quelques-uns en tête, mais des députés très catégoriques et qui refusent la discussion. Ça vous est arrivé avec vous, ils ont refusé la discussion? Ouais, ça m'est déjà arrivé, je veux dire, en tant que parlementaire. Au fond, je pense qu'ils sont très isolés dans leur capacité à agir et à convaincre et à voilà. Donc, et je pense pas que, enfin, je pense pas que c'est ceux qui feront la politique de demain. Et justement, la politique de demain, vous la ferez, vous pensez? Vous avez une vie après la politique de prévu C'est une très bonne question. J'en suis pas encore là dans mon chemin de décision. Ouais. Non, moi, la seule chose que j'ai dit, j'ai 3 critères pour continuer la politique. Un, c'est de croire dans le candidat qui est le président de la République, enfin, qui est notre candidat à la présidentielle. Donc là, c'était Emmanuel Macron jusqu'à présent, et je crois beaucoup dans sa capacité à agir. Vous avez choisi le prochain pour 2027? Non, pas du tout, pas encore. Vraiment pas encore. Et il peut se passer tellement de choses d'ici à 2027 que j'en suis pas là. Okay. Ensuite, 2, c'est être investi parce que je me vois pas du tout partir en dissidence. Enfin, c'est pas mon style. Et 3, c'est la question de ma famille parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices la politique. C'est des beaux sacrifices et moi j'adore ça. Donc voilà. Mais je pense que peut-être un jour ils diront qu'ils en ont marre. Et auquel cas, il faudra que je réfléchisse à une vie de l'après. Donc il y a déjà 2 paramètres de 2027 sur lesquels j'ai pas la main. Ouais. Et le 3e, c'est charge à moi de leur montrer que c'est pas à ce point insupportable. Bah, écoutez, bon courage. En tout cas. Merci. Je rappelle que vous êtes ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. On était dans votre ministère ici. Et non, au boulot, parce que là, vous avez des mois qui vous attendent. Ouais, jusqu'à juillet, on va pas s'ennuyer. Non, c'est clair. Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt.